Quel bordel. Moi, j'ai parlé du refus du travail tel qu'il a été vécu dans les années 70-80 par toute une génération après 68, et à travers la reprise collective, c'est-à-dire le vol, le braquage, l'arnaque, le pillage, etc. Comment des équipes s'organisaient pour ne pas aller au chagrin. Et les dynamiques que ça a générées, les contradictions que ça a produit, etc. Donc voilà, j'ai parlé principalement de ça, d'un processus qui a concerné quand même beaucoup de monde à une époque. Et des pratiques qui maintenant sont devenues pratiquement impossibles, vu le verrouillage policier de la métropole. Donc les rapports de monstruosité dans le travail ont été mis en place pour éviter, je pense, toute solidarité, car la solidarité m'aide nos syndicalismes, c'est-à-dire en gros les travailleurs réclamant de travailler moins pour gagner plus, alors que l'employeur souhaite l'inverse. Donc il a tout intérêt à pousser les gens qui travaillent à s'entre-maltraiter, pour s'entre-contrôler. Donc je pense que la monstruosisation, waouh, dans le travail est un peu inhérent au travail, à partir du moment où on le ressent comme un rapport de force entre l'employeur et le travailleur. Mais il y a aussi la volonté de l'employeur d'expliquer au travailleur qu'il est parfaitement interchangeable et que s'il n'est pas totalement docile, il y en a 1000 qui attendent à la porte. Et ça, il ne le dit pas en direct, il le fait dire par son middle management. Voilà, ce qui crée effectivement des situations de burn-out, de bore-out, de harcèlement au travail et tout le stress qui en découle. La délinquance à l'époque, c'était aller braquer des banques. Il y avait des banques de partout à l'époque, il n'y a pas de dispositif de sécurité. Les gens rentraient, braquaient la caisse, repartaient avec 2-3 bâtons. Il y avait des gens qui cassaient, tu rentrais en marche arrière avec une voiture dans une vitrine, tu repartais en chargeant dans le coffre tout ce qu'il y avait dans la vitrine. C'était les voler taper au chèque volé avec les traveler chèques, qu'on volait aux touristes l'été, plein de trucs comme ça, quoi. Donc ça a été pas mal de pratiques comme ça qui ont concerné beaucoup de gens d'une mouvance, on va dire, d'une jeunesse révoltée, mais qui ne se reconnaissait pas non plus dans le militantisme politique traditionnel. Voilà, bon, après certains se sont organisés, sont montés sur des trucs plus complexes. Donc voilà, j'ai parlé un peu de tout ça, puis du rapport avec la prison, évidemment. Bon, en tout cas, on voulait vous faire partager. C'est vrai qu'on avait envie de vous faire plein de lectures, notamment parce que les vrais boulots de merde, pour nous, ils sont en haut, quoi. C'est les métiers nuisibles, c'est les métiers toxiques, c'est les métiers qui détruisent plus qu'ils ne créent. C'était un petit peu ça l'idée du livre au départ. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal concentré sur les auto-entrepreneurs, sur les livreurs, sur les petits boulots comme ça, entre guillemets. D'ailleurs, il y a un amalgame. Beaucoup de gens pensent que c'est les petits boulots d'étudiants, ceux qu'on fait juste un mois dans sa vie. Bon, la plupart des gens, c'est pas un mois dans leur vie, c'est toute leur vie. C'est ça qu'on essaye de mettre en lumière, voilà, avec toutes ces divers leviers de merdification, comme on dit. Il y a évidemment des bouleversements dans le monde du travail depuis un paquet d'années, et c'est constamment le cas, mais de façon particulièrement intense depuis une vingtaine d'années, on va dire, avec des choses que je ne vais pas développer, mais comme l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, la destruction du code du travail successif qui s'amplifie chaque année, et bien sûr des réformes qui vont venir, comme le prolongement de l'âge de la retraite et des choses comme ça. Des formes dégriffées, dégradées de précarité que sont par exemple le service civique, et qui lui aussi est ardemment promu par les pouvoirs publics, à travers le CDD d'usage, à travers toutes ces formes dégradées. On en arrive effectivement à un panorama qui laisse assez peu d'espoir à un mouvement, pour imaginer qu'un mouvement global puisse émerger là, en tout cas là tout de suite. Il n'y a pas une réponse
Il n'y a pas un bouleversement en fait, des formes de lutte, tout simplement. Il y a un bouleversement des formes de travail, mais pas des formes de lutte dans le travail face à ça. Il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas d'intensification non plus des formes traditionnelles telles que la grève, le syndicalisme ou des choses comme ça. On a autant besoin de lutte concrète sur le terrain, de réponses, de blabla grève ou autre, que de capacité à mettre en scène, à mettre en image, à faire vivre des imaginaires, des contre-fictions, contre ces fictions dominantes, qui nous rendent désirables un certain usage des technologies totalement destructeur. Notre proposition, nous, à Blabla Grève, ça a été de créer une plateforme. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on entend par plateforme, qui aurait pour but de mettre en lien des personnes qui ont des galères dans leur taf, de toutes sortes, avec des personnes qui ont envie de les aider et qui ont les compétences ou non pour les aider. Le sens de Blabla Grève n'existe que si les gens agissent en collaboration avec nous. L'exemple est intéressant. On peut aussi se poser la question si certains d'entre nous, si le capitalisme, guillemets, n'a pas parfois tendance à vouloir faire de nous uniquement des mécaniques et des machines. Je veux dire. Mais la métaphore de ce New York Times du futur, avec son céphalon, est doublement ou triplement intéressante. Elle est intéressante parce que elle met en cause la question de notre transformation à nous-mêmes en machine. Elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à entrevoir aussi l'autre éventualité dont je n'ai pas parlé, qui est celle ou pas de ce que d'aucuns ont appelé, à la suite de Rifkin, la fin du travail. Je préfère, en ce qui me concerne, parler de fin de l'emploi, et nous demander si ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'autre point intéressant de cette nouvelle donc de Philippe Cadic, c'est que, in fine, évidemment, la machine est manipulée. Et que c'est des humains malins qui vont l'utiliser. C'est-à-dire que la main va rester potentiellement à l'humain dès lors qu'on ne prend pas nos lubies pour des lanternes, ou en tout cas qu'on choisit nos propres lubies face à ces lanternes technologiques telles qu'on veut nous les imposer. Enfin, c'est une plateforme numérique, l'idée initiale. Donc un site internet, un Facebook, potentiellement une application, qui mettrait en lien donc, ces deux types de personnes dont je vous parlais, des gens qui ont des galères et des gens qui veulent les aider. Le refus du travail, c'était tout simplement le fait de refuser d'aller bosser, quoi. C'était... En plus, la plupart d'entre nous n'avions pas de diplôme, aucune qualif, donc la perspective c'était de faire des boulots de merde toute notre vie, ou à la rigueur d'être petit employé de bureau. Enfin, pour nous, c'était l'horreur absolue, quoi. Et puis bon, c'était aussi une époque très rock'n'roll, quoi. C'est à l'époque après 68, donc on attendait autre chose de la vie que métro, boulot, dodo. Donc il y avait aussi toute une grande part d'excitation à vivre comme ça, avoir un rapport au monde comme ça. Aussi conflictuel, quoi. Ça a généré quelque chose de fort, quoi, de puissant. Peut-être que pour la France c'est étrange, mais dans le reste du monde, le rejet du travail, surtout du travail répétitif et fatigant, c'est une chose très ancienne et c'est même dans le sens commun. D'ailleurs, vous voyez, l'attitude envers le travail s'est changée pour la tradition judaïco-chrétienne avec Luther et avec les protestants en général. Pour eux, le travail est devenu au contraire un signe sacre. En donnant la preuve qu'on est un bon salarié, on ne fait qu'effectivement perfectionner un modèle qui, en réalité, nie votre professionnalité et ni vos compétences réelles. Et là, il y a une structure qui est schizophrène, parce que les salariés sont censés faire la démonstration de leur autonomie en rendant opérationnels des processus, des protocoles, des méthodologies, des bonnes pratiques qui leur sont imposés de l'extérieur en négation de leur propre professionnalité. Donc là, il y a quelque chose de totalement schizophrène et assez destructeur, puisque les salariés sont en gros les sous-traitants d'une philosophie taylorienne qui se base sur une négation de leur professionnalité. Et donc ils sont censés rendre efficaces et intelligentes des manières de travailler qui ont été pensées en dehors et contre eux. Moi je pense que l'entreprise, par rapport à ce qu'elle nous fait faire, elle nous fait faire des choses qu'on ferait peut-être pas dans la vie réelle si on était vraiment connecté. Par exemple, enfreindre la loi. Des fois, on enfreint la loi sciemment.
sous le lien d'avoir un supérieur hiérarchique qui nous donne des consignes, on enfreint la loi. Et il n'y a pas une prise de conscience individuelle ou collective. C'est-à-dire que déjà, on ne peut pas se remettre nous en question de façon, comment m'exprimer, individuelle. On le fait parce que c'est le travail. Et sous couvert que c'est le travail, qu'on a besoin de travailler, qu'on nous dit qu'il y a des chômeurs et qu'on a besoin... C'est un cercle en fait de payer un loyer, payer ses factures. On va faire des choses qu'on ne ferait pas. Et qui font que peut-être qu'un être humain ne ferait pas en temps normal ou trouverait inhumain en fait ce qu'on fait aux autres. C'est-à-dire le priver d'emploi, enfreindre la loi, lui casser la santé, détruire la santé. Voilà, le travail, par exemple, on va détruire la santé d'un salarié juste pour des objectifs, pour des primes, pour nos primes à nous, nos objectifs à nous. On s'en fout de ce que lui il ressent. Même s'il a mal au dos, on va lui dire travaille. Parce qu'il y a l'objectif, on nous fixe nos objectifs à remplir. C'est parce qu'on a envie de toucher du doigt la réalité. Hein, c'est-à-dire de traverser, comme disait Artaud, il faut sortir du monde pour toucher la réalité. Hein. Si les gens se rassemblent, s'ils se retrouvent, s'ils passent des soirées ensemble, à boire un coup et à discuter de tout ça, c'est pas uniquement parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils ont envie de vivre et donc de faire vivre les autres. Donc le potentiel de vie, il est là, il est intact. D'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le désir de réalité, le désir de vie est toujours là chez les travailleurs. Aujourd'hui chez nous il y a 2 agents de maîtrise titulaires et 3 agents de maîtrise non titulaires qui prennent des avenants. Donc en fait c'est des préparateurs de commandes qui prennent des avenants et sous forme qu'ils vont évoluer alors qu'ils n'évolueront jamais, on les pousse à dénoncer leurs collègues, à toujours enfreindre la législation, à exploiter les chauffeurs au-delà des 10 heures par jour, à prendre des risques, même pour leur santé, au sein de leur dire l'évolution, parce qu'eux croient ou pensent qu'ils vont évoluer. Donc, l'entreprise a créé un système pervers de dénonciation entre salariés, entre... je sais pas comment, c'est implicite, ils se balancent entre eux, ils se mettent des petits mots les uns avec les autres, ils exploitent les autres sous peine de vouloir évoluer pour 500 € de plus par mois. Et d'avoir un peu plus de pouvoir alors qu'ils n'auront pas. Simplement aujourd'hui, par le passé, le travailleur ne voulait pas en entendre parler du désir de vie. Hein. On mettait les contremaîtres, etc., responsables du personnel, précisément pour qu'il n'y ait pas de la vie. Or aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on veut du désir de vie et on le détourne. Vous voyez ? C'est ça le boulot du capital aujourd'hui, c'est ça le boulot des RH. Pas simplement dire les RH, c'est des salauds, etc. Non, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le désir de vie et ils le dévient. Comment voulez-vous que la politique qui est aujourd'hui menée, pourquoi ça marche un peu quand même, parce qu'on a beau dire, bon, le pourcentage des gens qui ont voté, bon d'accord, mais ça marche quand même un petit peu, parce qu'il semble offrir à ce désir de vie une issue. Un travailleur, quelle que soit sa position ou son rôle, finalement, quand il travaille au quotidien, ce qui donne du sens à son travail, c'est le fait qu'il transforme la société d'une manière ou d'une autre. Et quand il n'a pas du tout la main sur le projet de la structure qu'il emploie et au sein de laquelle il travaille, ça peut, et souvent ça génère, de la souffrance, des difficultés, voire de la souffrance importante. C'est le contrôle personnel. Alors, les administrateurs là, qui les voient, les travailleurs avec les caméras, ils peuvent le contrôler tout le temps et leur dire « Ah, tu ne travailles pas vite ». Il y a le contrôle technique, avec le algorithme dans le centre des systèmes de distribution d'Amazon qui donne à les travailleurs le chemin plus efficace, pas plus court, pour le système qu'il doit faire dans l'usine. Et le troisième, c'est le contrôle bureaucratique. Il y a beaucoup de règles où les gens d'Amazon doivent s'adapter. Par exemple, la longueur des pauses, ou combien de pauses ils ont, ou s'ils peuvent parler l'un à l'autre. Le régime de Amazon, on peut dire, c'est un régime panoptique. C'est une fabrique panoptique. And this transnational circulation of struggle provides an example of how the changing composition of the working class can provide for new opportunities, even as it demolishes certain old certainties. Leurs luttes ont à la fois remporté des victoires et subi de graves revers, mais il n'en reste pas moins qu'un mouvement transnational du travail précaire a émergé de ce qui apparaissait comme des circonstances plus qu'improbables. Les travailleurs qui étaient considérés comme faibles et démunis de tout pouvoir ont propagé leur antagonisme avec le capital au-delà des frontières par des actions militantes et sans intermédiaire.
Il est évident que la résistance des travailleurs de ces plateformes se répand entre les pays, mais jusqu'à présent, ces grèves ont été difficiles à analyser. Il y a une absence de preuves tangibles sur le nombre, les lieux et l'intensité des luttes et des protestations qui s'est révélée être un très sérieux obstacle. Cette présentation que je vais faire cherche à surmonter ce problème. Pour cela, elle présente les résultats d'un petit projet de recherche dont le but était de recueillir les preuves tangibles qui nous manquaient. De juillet 2016 à décembre 2017, il y a eu une très nette tendance à l'augmentation de ces luttes par mois. Mais l'évaluation de l'intensité de ces luttes est moins claire. Quand nous observons le nombre estimé de travailleurs mobilisés par mois, la nature sporadique de la résistance des travailleurs devient beaucoup plus évidente. Ce n'est pas simplement la discipline au sens de Michel Foucault tel qu'il a analysé, notamment dans Surveiller et punir ou dans l'éloge de la folie ou d'autres. C'est pas simplement le système à la Bentham, c'est-à-dire de soumission des corps. Bien sûr, il y a ça chez les moines, parce que dans la religion catholique en particulier, chrétienne et catholique, il y a justement une critique de la chair. Et vous avez raison, il s'agit de combattre aussi l'oisiveté. C'est ce que dit Saint-Augustin. Si les moines ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils vont tomber dans l'oisiveté. Mais ce qui est premier là-dedans, je pense qu'il faut poursuivre, c'est que le monastère est une institution. Comme l'entreprise est une institution. Et qu'est-ce qui fait que l'obéissance dans l'institution? C'est pas simplement la force de la règle, du management, voire de la police, voire des contremaîtres. Taylor était un contremaître d'ailleurs, comme dit Simone Weil. C'est le fait que la collectivité partage une croyance. Alors évidemment, dans le monastère, c'est la croyance en Dieu. Aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la croyance collective? Parce que pour accepter la subordination, ça veut dire qu'on va appliquer des normes, des règles, la règle de Saint-Benoît, les normes managériales, etc., qu'on les accepte, et voire qu'on les enrichit. Ce que développent Boltanski et Chiapello dans le néo-management. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on accepte la norme? C'est la contrepartie de la croyance collective. C'est ce que Pierre Legendre a appelé l'amour du censeur. Ça explique la fameuse énigme de la Boétie sur la servitude volontaire. Qu'est-ce qui fait la servitude volontaire? Eh bien, c'est l'acceptation, la croyance collective, alors en Dieu ou en l'humanité, dans la nature, dans ce que vous voulez. Aujourd'hui, je pense que c'est dans la technoscience et le progrès. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte la servitude ou la norme? C'est constitutif de l'institution. Je vous le dis en une phrase pour gagner du temps. L'institution, c'est ce qui permet le troc de la loi contre la foi. Parce que nous avons la foi, la fides au sens premier, fiduciaire, et nous acceptons la loi ou la norme. Mais déjà, on connaissait des gens qui bossaient dans des bureaux, et là c'était tout à fait autre chose. C'était vraiment la concurrence de tous contre tous, avec des mentalités assez délétères, et ça donnait vraiment pas envie, quoi. Après, il y avait des gens, des copains qui étaient des fils de travailleurs immigrés, tu vois, qui avaient vu leur père se ruiner la santé sur les chantiers, dans les usines, qui n'avaient vraiment pas du tout envie de vivre ça à leur tour, quoi. Et c'est vrai que oui, surtout les nouvelles formes de gestion et d'organisation du travail qui se sont déployées depuis, tendent effectivement à produire des espèces de mutations anthropologiques assez effrayantes, quoi. Surtout dans tout ce qui est le secteur des services, quoi, qui maintenant est le secteur le plus important du salariat dans des pays riches. Le monde de l'entreprise pousse à avoir un comportement hyper normé, compétitif, à fabriquer l'individu dont le néolibéralisme dit que c'est le seul individu possible, c'est-à-dire l'homme comme loup pour l'homme. Et donc l'entreprise sert à fabriquer de manière normative ce qui est censé être l'humain selon le néolibéralisme. Mais évidemment, heureusement, l'humain résiste.
En 2017, c'est sans doute ce constat qui a permis que l'initiative de lancement là, du Front social a trouvé un certain écho chez nous à Nantes. Petit à petit, on a donc créé cet espace commun à quelques dizaines d'individus qui ne se connaissaient pas tous avant et qui venaient d'horizons militants bien différents. Donc, comme on l'a dit, des militants syndicaux, des étudiants, des autonomes et des habitants de la ZAD. Donc effectivement, 2016, beaucoup de manifs agités, on va dire, avec beaucoup de casses de vitrines de banque, etc., d'abribus, etc. Mais surtout un cortège séparé en deux en général. C'est-à-dire que devant le cortège de tête, avec Nantes révoltée, des jeunes, des gens de la ZAD, etc., les cagoules noires, et derrière le cortège syndical, qui avait beaucoup de mal à faire les choses ensemble, quoi. On organisait en fait des banquets pour avoir une ambiance un peu conviviale, favoriser les échanges. Et puis on réfléchissait surtout en amont sur l'organisation des manifestations et à leur donner notamment un objectif pratique et commun. La peur était quand même là chez les salariés de dire on ne veut plus aller en manif parce qu'il y a trop de violence, il y a trop de flics, on risque de se prendre des gaz lacrymaux et nous on ne veut plus manifester, on ne veut pas aller manifester comme ça. Ce qui était une réalité aussi. Et donc ça a été aussi en partie pris en compte et chacun a fait vraiment un bout de chemin vers les autres et c'est ça qui a amené les 3 dernières manifs où en fin de manif on a fait des choses ensemble. Ce qui est quand même pas rien, la CGT qui arrête la manif pour qu'il y ait un mur qui soit tagué sur la préfecture. C'est clair qu'il y a des désaccords là-dessus et on n'est pas toujours d'accord par rapport au rôle de la police. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans les manifs, c'est-à-dire qu'on partait vraiment de situations antagonistes où d'un côté les syndicats faisaient les manifs effectivement très plan-plan et moi j'étais la première à dire mais ça ne sert pas à grand-chose au bout du compte. Et de l'autre côté les jeunes où c'était beaucoup plus effectivement, il y avait beaucoup plus de casse, etc. Il y a vraiment eu un chemin de part et d'autre, c'est-à-dire que d'un côté les syndicats ont reconnu qu'effectivement taguer une préfecture pour marquer des slogans sur une préfecture, c'est pas de la violence, hein, c'est pas vrai. Tous les tags qui ont été faits, y compris casser une vitrine de banque, c'est pas forcément dramatique dans la mesure où c'est très très symbolique. C'est une question qui est toujours en tension parmi nous et qui le sera toujours, mais qui ne doit pas nous empêcher de nous organiser ensemble. Ce qui s'est opéré à Nantes cet automne, c'est qu'effectivement, d'un côté, on va dire comme si le cortège de tête avait baissé d'un ton, sachant qu'il faut savoir qu'à Nantes, c'était quand même particulièrement vigoureux. Et comme si le fait de baisser légèrement d'un ton permettait d'aller un peu plus loin tous ensemble. Un peu plus loin, mais tous ensemble. Et du coup, il y a plein de limites dans ce qu'on a éprouvé là, cet automne. Il y a plein de limites qui sont éprouvées de part et d'autre, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des syndicalistes qui se font engueuler quand ils arrêtent une manif pour faire un tag, et parce qu'il y a des gens qui se font engueuler quand ils disent à leurs potes « pas tout de suite, pas maintenant ». Mais quand même, le geste qui a clos cette séquence, c'est de se prendre tous bras dessous et de charger ensemble des lignes de keuf. D'accord ? Du coup, certes, il y avait, vous voyez, alors, ça pose une limite, c'est sûr. Certains parmi nous se disaient, ouais, si on est quelque chose de plus composite, peut-être qu'on arrivera plus à les mettre en échec. En vrai, ils réagissent pareil. Et ça, c'est toujours l'affaire des dynamiques passionnelles collectives, de leur fragmentation, de leur rapport de puissance tels qu'ils peuvent éventuellement s'inverser, etc., etc. Et nous, on est dans le jeu et on joue le jeu. Alors, et puis le capitalisme le joue aussi, mais il ne le joue pas toujours très bien. Et spécialement en ce moment. En ce moment, il le joue vraiment de moins en moins bien. C'est-à-dire que... il fait tout pour se rendre odieux tout de même, et il y arrive assez bien, quoi. Bon, et c'est un sentiment qui gagne. C'est ça qui est important. Vous voyez, là, nous sommes dans l'entre-soi des convaincus. Bon, donc c'est pas, je veux dire, on se fait du bien, vous voyez, mais c'est pas. Bon. Mais ce à quoi je suis spécialement attentif, si vous voulez, c'est à ces signaux faibles des retournés. Ce qui me semble très intéressant, c'est de voir des cadres qui sont, et parfois des cadres supérieurs, n'est-ce pas, qui sont normalement les oblats idéologiques du système, de les voir faire défection. Alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille, hein, si vous voulez. Un cadre supérieur qui défroque, ça c'est quelque chose, bon. Et il commence à y en avoir pas mal, mine de rien. Alors il y a tous ceux qui n'en pensent pas moins, sans avoir les moyens matériels de défroquer. Ah bah oui, ils ont un certain niveau de vie qu'ils ne veulent pas lâcher, parce que là les effets cliquets sont très puissants, ils ont une dette qui les tient par je ne dis même pas quoi, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais qui n'en pensent pas moins quand même, et c'est déjà bon à prendre.
Mais tu vois, quand on a bossé sur le travail, et même quand tu bosses sur l'économie, tu te rends compte que quand tu cherches une source utopique, vraiment, tiens, tu te dis, je vais essayer de trouver une utopie, bah tu recules dans le passé, en fait. Tu as beau faire de la SF, mais tu vas vers l'anthropologie. Et c'est l'anthropologie qui te donne des centaines de réponses, parce que des systèmes qui ont vécu sans monnaie, il y en a... c'est quand même super récent, le capitalisme, on est d'accord, tu vois, c'est le 16e siècle, première apparition, etc. Donc ça a peut-être 5 siècles, tu vois, ce système-là. Donc ça veut dire que y a quand même des sacrés milliers d'années où on a vécu sans ça. Donc c'est simplement que nous, on a la tête dans le guidon, on est complètement, tu vois, tétanisé sur un système dont on n'arrive pas à voir le... Pour nous, c'est l'horizon indispensable, indépassable, tu vois, sur le... Donc ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et puis tu vois des systèmes, même si tu prends la petite communauté de la ZAD, elle vit quand même largement de troc, d'échanges, de systèmes de gratuité, de services rendus et co-rendus, et voilà, tu vois, donc c'est complètement possible, c'est pas du tout... Avec une échelle aussi large qu'un pays comme la France. Ouais, mais après, ça pose la question des échelles aussi. Est-ce que c'est nécessaire de développer des systèmes aussi larges? Depuis la ZAD, ce qui s'est vécu en 40 ans, là, sans tout résumer, mais très rapidement quand même, il faut savoir qu'à la base, cette lutte dans les 70, c'est une lutte syndicale classique. C'est des paysans qui défendent leur outil de travail. Et donc le rapport au travail de ces gens-là, et leur rapport à la lutte, c'est des gens veulent nous enlever nos terres, et la manière qu'on a de lutter, c'est de continuer à travailler comme si de rien. De continuer à traire nos vaches, à faucher les prés, à couper les haies, etc. Donc ça, c'est un peu l'espèce de noyau historique de départ, quoi. Ensuite, quand il y a le mouvement d'occupation qui arrive, cette tradition d'un syndicalisme de combat, donc d'un syndicalisme paysan, qui a la particularité de ne pas pouvoir faire grève, donc qui s'est plus manifesté dans l'histoire de l'Ouest par la participation à des manifestations violentes, par des blocages et par des occupations de terrain ou de ferme. Donc ce syndicalisme-là de combat et ce rapport au travail-là, eh bien, dans ce qui s'est passé en 2012 et dans ce qui s'est passé avec la naissance du mouvement d'occupation, il a rencontré une frange de la jeunesse qui refusait radicalement le salariat. Et du coup, ces deux rapports au travail différents, ils ont accouché de quelque chose chez nous de très singulier, qui est la manière dont à la fois sur la ZAD, vous voyez, c'est un peu une expérience de communisation assez extraordinaire à une échelle assez vaste. Il faut se figurer qu'on occupe quand même plus de 270 hectares de terre, qu'il y a beaucoup de fermes, de bâtiments, d'ateliers, d'outils, de savoir-faire qui sont mis en partage, mis en commun sans cesse. Et on s'est rendu compte, notamment à partir du moment où les paysans ont occupé la ferme de Bellevue en 2013, un peu comme des ouvriers occuperaient une usine, et se sont mis à dire comment on va cultiver les terres ensemble, sauf que eux, vu qu'ils étaient pris à cultiver aussi dans leur ferme, et ce travail, ce surplus de travail de cultiver ensemble les terres de la ZAD, soit il se faisait à l'occasion de chantiers collectifs qui faisaient en plus de leur travail comme un geste politique, soit il se faisait par une transmission de savoir-faire et de force matérielle à une frange de cette jeunesse qui refuse le salariat, et qui ici pouvait avoir l'occasion d'expérimenter ce que c'est de produire un peu sérieusement. Effectivement, il y a une certaine perversité, parce qu'en réalité, le travail, devrait être une expérience socialisatrice, c'est-à-dire qui nous met dans une relation d'interdépendance avec les autres, et dans cette idée qu'on peut parvenir à satisfaire le besoin des autres aussi. Donc, le sentiment de faire partie d'une société avec des devoirs, des droits, et le travail managérial moderne, enfin le travail plutôt tel qu'il est conçu par le management moderne, n'a rien à voir avec ça. Il devient une expérience solitaire où chacun a à faire la preuve de ses aptitudes, de sa grandeur en quelque sorte. Alors, sans parler de monstruosité, il y a une dérive complète du sens du travail. On ne travaille plus pour les autres, mais on travaille soit pour son entreprise, pour sa rentabilité, soit pour soi-même de point de vue narcissique et égotique. Il faudrait qu'on arrête de penser que c'est normal que des gens soient payés pour nettoyer les chiottes. Je pense que toutes les tâches ingrates, elles devraient être partagées dès l'école. Je pense que ça, c'est la base de la réflexion sur la critique, enfin, une des bases de la réflexion sur la critique du travail. Oui, alors oui, créer plus d'emplois, d'accord, mais quels emplois et quelle est la frontière entre l'emploi et le non-emploi? Parce que dans le monde associatif, cette frontière-là, elle n'est pas claire, puisque c'est un monde historiquement qui est fondé sur le bénévolat. Donc il y a une confusion permanente entre une mise au travail en dehors du cadre légal et protecteur du travail,
Et donc on est parfois à la limite, enfin on est parfois même complètement dans le travail gratuit. Bah alors chez nous en fait il faut faire déjà la distinction entre les directions régionales. Donc notre schéma hiérarchique, on est divisé en 25 directions régionales. En fonction du directeur régional, les conditions de travail sont assez différentes. Par exemple chez nous, notre directeur régional veut la paix sociale. Donc il fait un peu plus de social qu'ailleurs. Par exemple à Marseille, on a un salarié, un collègue qui a été à se pousser jusqu'au suicide en dénonçant toutes les conditions de travail. Lui, il a bien dénoncé qu'il faisait un travail pour 3. L'employeur n'a pas tenu compte, donc il a pressurisé. Et dans la majorité des directions régionales, ça reste comme ça. Oui, donc ces formes de mise au travail dans l'économie sociale et le monde associatif, elles s'incarnent effectivement dans des statuts précaires, donc effectivement de CDD, de mise au travail dans des statuts qui ne sont pas faits pour ça. Je pense au service civique, c'est normalement au nom de l'engagement. Et donc c'est des formes de travail gratuit, on peut dire, de mise au travail gratuit. Quel est l'effet néfaste de l'organisation du travail sur les êtres humains? On voit comment elle les fait souffrir, on voit comment elle peut les aliéner, mais si on enlève cette organisation-là, on voit aussi comment par eux-mêmes ils arrivent à créer d'autres aliénations et d'autres difficultés. Donc fondamentalement, je crois que la question c'est celle de libérer les êtres humains de certaines des contraintes du travail, que cela les améliore ou pas. Pour moi, c'est pas le problème. L'important, c'est qu'on va se battre pour plus de liberté, pour plus d'égalité, pour plus d'autonomie, parce que c'est plus chouette. Et est-ce que ça améliorera l'être humain? J'en sais rien. Espérons que oui. Peut-être. Peut-être que je pense que non. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de ça pour se battre. L'économie sociale et solidaire, en fait, remplace l'État social et est en train de remplacer la fonction publique avec des formes de statut de travail qui ne sont pas aussi protecteurs que ceux de la fonction publique. Donc en fait, c'est une 4e fonction publique qui est en train d'être mise en place, qui n'a pas le statut de la fonction publique, mais qui fait les services de la fonction publique. Est-ce que l'entreprise fabrique des monstres? Je crois que la question, on va la poser comme ça, parce que l'entreprise avec un E majuscule qui couvrirait tous les genres d'entreprise, c'est une abstraction qui n'a pas beaucoup de sens. Je sais pas, par exemple, l'entreprise à laquelle je participe, que j'ai fondée, qui s'appelle les Éditions de la Fabrique, on est 3, et bon, c'est une entreprise, avec un budget, avec un bilan, c'est une SARL, donc ça répond tout à fait à la définition d'une entreprise, mais ça ne fabrique pas des monstres. On est 3, on s'entend bien, on s'aime, on travaille ensemble et tout le monde a les mêmes parts dans la société et on ne peut pas dire qu'on fabrique des monstres. Enfin, j'espère que non. Je pense me faire l'interprète des deux autres pour dire qu'on ne fabrique pas des monstres. En revanche, dans la plupart des maisons d'édition dont j'ai connaissance, les grandes maisons, oui, les rapports entre les gens sont des rapports conflictuels, compétitifs. Je crois que tous les salariés des grandes maisons d'édition sont très malheureux. Donc oui, elles fabriquent des monstres. Dernière question, pour toi, qu'est-ce que serait un travail idéal? Alors un travail idéal, je crois qu'Alain Damasio l'a très bien défini, c'est faire le travail que je souhaite, avec les gens que je souhaite sur la période que je souhaite pour arriver au résultat que je souhaite. Alors maintenant, justement, ça n'est faisable qu'à partir du moment où on fout un peu le jeu dans le nous. C'est-à-dire qu'il faut souhaiter des choses qui soient valables pour la communauté, pour les gens qui vous entourent. Sinon, vous travaillerez sur rien du tout avec personne. Donc ça présuppose quand même chez la personne qui arrive à exercer ce genre de travail une véritable conscience du collectif, et aussi une véritable volonté d'aller voir les autres pour les convaincre de faire ce travail-là avec lui ou avec elle. Donc le travail souhaitable est finalement un travail qui s'inscrit dans une collectivité bienveillante et non plus une collectivité de compétition. Il faut dépasser la division sociale du travail, c'est-à-dire que moi, ça ne me dérangerait pas
de ramasser des poubelles une fois par mois, par exemple. Mais tous les jours, je pense que et ne faire que ça, ça vide les gens de leur substance. Moi, participer à des tâches, ce matin j'ai fait des sandwichs avec beaucoup de plaisir. Si je devais faire ça toute ma vie, pour un patron, ce ne serait pas du tout la même chose que de le faire dans un but que je maîtrise, qui est d'organiser cette journée. Donc pour moi, il n'y a pas de métier idéal. Je pense que il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être épanouissantes, mais après c'est dans quel rapport on est avec les autres humains et de quelle manière on l'amène et quelle finalité elle a, cette activité-là. Écrire peut être une activité tout à fait passionnante, mais notamment si c'est pour écrire des conneries, je peux m'en passer qu'elle existe. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de métier particulièrement sacré, voilà. Travail idéal, je ne sais pas, mais ça serait en tout cas un travail que tu fournis au service de ta communauté, et dans les fruits, dans les produits vont directement à ta communauté, ne partent pas sur le marché. Un travail dont tu vois les effets bienfaisants directement pour les tiens, pour ceux de ta communauté. Et un travail où la division du travail appartient aux travailleurs. En gros. Je crois que ça, c'est une bonne revendication, la division du travail aux travailleurs. Ça serait ça, un travail idéal. C'est-à-dire pas un travail pensé par des managers, divisé par des entrepreneurs. Un travail, mais on appellerait plus ça du travail de toute façon. On appellerait ça je sais pas comment, de l'activité, de quelque chose dont la finalité t'appartienne. Ce qui est évidemment pas le cas pour celui qui va préparer des hamburgers chez McDonald's, empiler des fringues chez Zara ou je sais pas moi, ou nettoyer l'Holiday Inn de la place de la République. C'est un patron qui dit à un ouvrier passe une bonne journée. C'est ce que l'ouvrier fait, il rentre chez lui. La bonne journée pour moi, je pense, c'est arriver à l'heure qu'on veut, faire ce qu'on veut et pas avoir de chef. Et de ne pas avoir de risque ou de peur de perdre son emploi, d'être sanctionné, d'être traité de marginal. C'est venir faire ce qu'on a à faire et rentrer chez soi.